Accompagner la transition énergétique et anticiper sur les nouvelles habitudes des consommateurs d'énergie, ERDF a créé le compteur Linky. Combinaison d'équipements électroniques et informatiques, nos compteurs électriques seront désormais communicants. Les fils installés dans nos domiciles, à travers lesquels passe le courant qui alimente nos appareils électriques, serviront également à faire circuler les informations vers le compteur Linky. C'est la technologie dite du CPL, courant porteur en ligne. Aucune onde électromagnétique n'est donc émise dans les foyers. Mais on va voir que c'est pas mieux. Alors, vous voyez que pour le compteur Linky, en fait, la connexion est filaire entre le compteur et le logement, et entre le compteur et ce qu'on appelle un concentrateur dans la rue, qui se trouve souvent dans les transformateurs, donc vous ne le voyez pas, mais dans les zones rurales, il peut se trouver sur des poteaux, donc des sortes de petits coffrets beige qui sont rajoutés, voilà, qui sont à peu près hauts comme ça, épais comme ça, larges comme ça. Donc qui ont une antenne associée aussi et qui vont envoyer par micro-ondes, ensuite via des grosses antennes de téléphonie mobile, nos informations, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus qu'aujourd'hui, vers un centre type data center, un centre de stockage d'informations, comme il y en a de plus en plus. En fait, cette connexion-là entre le compteur et le concentrateur, et entre le concentrateur et le logement, on nous dit c'est filaire, c'est pas dangereux, il n'y a pas d'onde, mais en fait, c'est faux dans le sens où la communication se fait à l'intérieur du fil avec ce qu'on appelle le CPL, le courant porteur en ligne, donc qui envoie des fréquences supplémentaires qui actuellement, donc notre courant est de 50 Hz, et là on va parler donc pour la première génération du CPL de 63 000 et 74 000 Hz, donc vous voyez le bon, hein, de 50 à 63 000 ou 74 000, et puis pour la G3, la troisième génération, parce qu'il n'y a pas de 2 visiblement, eh bien, c'est ce qui est déjà en train d'être déployé maintenant. C'est 36 fréquences, vous imaginez l'effet cocktail, 36 fréquences entre à peu près 35 000 Hz et 95 000 Hz. Voilà, donc vous avez le G3 pour les personnes qui sont les premières à réagir, c'est-à-dire les électrosensibles, qui sont juste en fait des lanceurs d'alerte de ce qui nous touche, parce qu'eux, ils le sentent tout de suite, nous, on ne le sent pas encore. Eh bien, généralement, le G3, pour eux, c'est encore beaucoup plus dur à supporter que le G1. Voilà, donc ces fréquences passent dans les câbles du logement, elles passent dans tous les câbles et elles sont en fait rayonnées. Parce que les câbles ne sont pas faits pour en fait avoir ce genre de fréquence. Au-delà de 1 kHz, au-delà de 1000 Hz, ils rayonnent énormément. Et vous allez avoir en fait des rayonnements sur 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près de l'ensemble des câbles. Donc ceux qui passent dans les murs, etc. S'ils ne sont pas blindés. Un concentrateur installé dans un poste de distribution enverra ponctuellement un message à ERDF, une fois par jour, pour communiquer au gestionnaire de réseau la consommation électrique journalière du domicile. C'est en permanence, c'est plusieurs fois par minute, jusqu'à 10 fois par minute, en zone rurale. Voilà. Vous avez zone rurale, zone urbaine, c'est à peu près pareil, entre 4 et 10 fois par minute. Alors ces impulsions-là, elles servent à transmettre des informations. Si on les fait passer, c'est parce qu'elles servent à transmettre des informations. La Commission de régulation de l'énergie, quand elle a piloté un petit peu le passage, on va dire, de ces fréquences dans les câbles, au moment, en 2011, donc, du lancement de ce projet, puisque la phase de test date de fin 2010, elle recommandait la mise en place de filtres. D'accord ? Seulement, ça ne rentrait pas dans les Linky. Les Linky n'étaient pas assez grands pour permettre ça. Donc pour le moment, c'est passé à la trappe et donc pour le moment, le courant porteur en ligne pénètre dans les logements. Alors après, pour rassurer les gens, Enedis nous a dit mais c'est seulement une impulsion ou 2 dans la nuit par jour, c'est pas grand-chose quoi, hein, ou quelques secondes. Le problème c'est que c'est pas ça du tout. Ce qu'on a montré c'est que c'était permanent. Parce qu'en fait, il existe un effet ping-pong entre un concentrateur, si je vous remontre le précédent. Vous voyez, chaque concentrateur est associé à toute une grappe de compteurs Linky, jusqu'à par exemple une centaine en zone urbaine. Et donc, vous avez en fait un dialogue permanent qui s'établit entre le concentrateur et chacun des compteurs, hein, une sorte d'interrogation, tout va bien, oui, tout va bien, d'accord, avec un effet ping-pong comme ça. Et ce qui se passe, c'est que chaque
compteur répond au concentrateur, mais envoie des signaux qui du coup vont dans le logement et vont également dans les câbles de tous les autres compteurs Linky de la grappe, y compris donc dans les logements des autres. Donc, si vous voulez, même si un concentrateur, par exemple, interroge uniquement toutes les 10 minutes un Linky, étant donné qu'il interroge chaque Linky de la grappe à tour de rôle un peu en permanence, chaque Linky répond à tout le monde, en fait. Hein. C'est un peu comme par mail, si on faisait répondre à tous et que chacun faisait sans arrêt répondre à tous, quoi. Vous voyez? Donc, en fait, l'exposition de chaque personne est énormément augmentée à partir du moment où le CPL est installé dans le quartier. Le fait qu'on ait un compteur Linky empire considérablement la chose, c'est ce qu'a montré aussi le CSTB, c'est-à-dire que le Linky lui-même sert de relais pour relancer le signal et pour, quelque part, donc amplifier ce signal par comparaison à un logement qui n'aurait pas le compteur Linky et qui aurait en particulier un compteur encore électromécanique, vous savez, avec la molette, là, qui a tendance à filtrer un petit peu ces arrivées, si vous voulez, de fréquences supplémentaires. Voilà, alors voici un exemple. Des personnes, 3 personnes exposées à 2 minutes devant un compteur à micro-ondes, à 30 cm du compteur. Alors ok, on passe pas sa vie à côté de son compteur, mais c'est que 2 minutes, c'est pas beaucoup. Pour des gens qui sont exposés beaucoup plus longtemps que ça, quel est l'effet? D'autant plus que vous pouvez avoir des gens, par exemple, qui ont la chambre avec le compteur juste de l'autre côté, par exemple, ou dans un immeuble, par exemple, vous pouvez avoir 3, 4 logements. Imaginez si vous avez voilà, le compteur à gaz, le compteur à eau, le compteur électrique juste derrière l'habitation de quelqu'un, ben, la personne se fait irradier très fortement. Alors, vous avez des globules rouges tout à fait sains, tout à fait normaux avant l'exposition. Et ensuite, vous avez, par exemple, donc des réactions qui sont différentes. Vous avez une première personne, par exemple, qui va avoir des cellules, donc des globules rouges éclatés. Vous voyez des membranes abîmées, des débris. Donc l'idée là, c'est que vous allez avoir quelqu'un qui va tout de suite déjà se sentir beaucoup plus fatigué, qui va devoir, disons, reproduire beaucoup plus de globules rouges pour pouvoir assurer l'oxygénation des cellules, etc. La deuxième personne va probablement dire non, moi ça me fait rien. En fait, il ne se rend pas compte tout de suite que ça lui fait quelque chose. Les cellules sont cabossées, mais peut-être encore fonctionnelles pour la plupart. Donc, dans un premier temps, il va dire, bon, moi, ça ne me fait rien. Et puis, vous allez avoir la dernière personne là-bas, tout au fond, qui est en fait une personne qu'on va peut-être qualifier d'électrosensible parce qu'elle réagit extrêmement fortement. Vous allez avoir au bout de 45 secondes une personne qui se sent mal et qu'il faut retirer du compteur de devant le compteur, parce qu'elles, ces cellules, ces globules rouges s'agglomèrent, ce qu'on appelle une formation en rouleau. Et là, vous imaginez, si vous avez des paquets de globules rouges, bah, évidemment, ils ne font plus leur travail, ils ne sont plus mobiles du tout, ils ne vont plus amener l'oxygène aux cellules, etc. Voilà, donc ces symptômes-là étaient réversibles. Au bout de quelques minutes, si on est éloigné du compteur, on reprenait une prise de sang et on voyait que ça allait mieux. Mais par contre, combien de temps et quel impact dans la durée? Est-ce que ça pourrait être réversible si on y reste exposé très longtemps? C'est pas sûr du tout. It is our experience as physicians that everybody is equally electrosensitive. Où on voit, donc là, le professeur Klinghardt qui explique en fait comment on peut suivre l'effet des micro-ondes sur la santé des gens, indépendamment de ce qu'ils ressentent. Vous pouvez avoir des gens qui disent, moi, ça me fait rien, mais en fait, quand on regarde dans leur sang, on trouve des marqueurs d'inflammation qui sont en fait des indicateurs du fait que le corps se sent attaqué et réagit. Essaye de réagir, essaye de se défendre. Et là, donc, ça veut dire que vous avez en fait un système immunitaire un peu survolté qui peut à la longue s'épuiser parce qu'il lutte contre un ennemi invisible, parfois voilà, pendant longtemps, mais finalement sans jamais réussir à le vaincre. Et du coup, il s'épuise et il laisse passer d'autres maladies qui jusqu'ici étaient tenues en respect, dormantes, on peut dire, et qui du coup vont se développer ou permet à des maladies qui étaient finalement jusqu'ici peu importantes d'empirer. Parce que le système immunitaire est détourné de sa fonction primaire et en plus, au bout d'un moment, il n'en peut plus, il baisse les bras. C'est aussi comme ça que vous avez des développements de tumeurs, notamment. Bon, c'est compliqué le cancer, évidemment, mais vous avez des développements de tumeurs, je ne sais pas, vous le savez, vous avez tous des cancers, moi aussi. Hein. On a tous des cellules cancéreuses, on a tous des mini-cancers, mais normalement, notre système immunitaire le gère et repère les foyers cancéreux et détruit les cellules concernées. Et puis, par contre, s'il est débordé, ben, il laisse faire, il laisse se développer.
Voilà. Donc vous avez effectivement à savoir que le message, en tout cas du docteur Klinghardt dans ce film, c'est que on est tous en fait électrosensibles, on est tous touchés par les ondes. Notre fonctionnement, vous le savez, n'est pas que chimique. Il y a évidemment les neurones et tout ce qui est les nerfs qui fonctionnent avec des signaux électriques, mais il n'y a pas que ça. Toutes nos cellules ont des échanges d'ions à travers leurs membranes. Ces ions sont forcément donc chargés, c'est des particules électriquement chargées, et donc entre autres, ça explique pourquoi nous sommes tous impactés en fait par les ondes qui nous entourent. Les ondes et les champs électriques et magnétiques qui sont rayonnés comme ceux du CPL. Grâce à ces informations, les factures ne seront plus des estimations, mais tiendront compte de la consommation réelle. L'usager aura donc accès à ces données de consommation, il pourra la mesurer, la maîtriser et réaliser d'importantes économies d'énergie. Un des éléments qu'on vous dit, en gros, pour faire avancer là-dessus, c'est ça va vous faire des économies. D'accord ? On est bien d'accord que ceci a pour origine, évidemment, ça s'est décidé aux États-Unis, mais au niveau de la Commission européenne, il y a eu effectivement, au niveau de l'Europe, il y a eu une directive qui a été prise un peu plus tard, vers 2009 notamment, qui a défini une sorte de grande orientation, qui a demandé aux pays membres de changer un certain nombre de leurs parcs, on va dire, de compteurs, pour des compteurs communicants, mais dans un certain objectif. En fait, il fallait que ça permette aux consommateurs, nous, de savoir un peu mieux comment se fait sa consommation pour pouvoir la réduire. Voilà. Alors, en pratique, c'est un des arguments d'Enedis et des poseurs, hein, c'est obligé parce que c'est l'Europe qui nous le dit, qui nous l'impose et tout ça. C'est pas du tout obligé en fait, hein, parce qu'en plus, il y a de nombreux pays qui donnent le choix à leur population. Et puis l'idée, c'est que c'est indicatif, c'est pas contraignant. Et il faut que ce soit financièrement raisonnable, d'accord ? Or, il est très clairement prouvé qu'en France que ça va pas être financièrement raisonnable, parce qu'effectivement, notamment, l'étude technico-financière faite par Capgemini pour justifier le projet, elle ne prenait déjà pas en compte tout ce qui est le coût du renouvellement de ces compteurs. On peut installer des compteurs Linky, il y en aura dans les zones isolées, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que dans certains cas, ils ne se feront peut-être pas en CPL. Dans ce quelques cas, il pourrait y en avoir quelques-uns qui seront en radio, pour justement être capable d'accéder aux endroits les plus reculés. Donc non, il n'y aura pas de clients exclus du dispositif Linky, sauf ceux qui ne voudront pas ouvrir leurs portes, parce que nous, on n'a pas vocation, on n'est pas habilité à forcer la porte des clients pour ceux qui, in fine, vous ne voudrez pas nous ouvrir ou qui résisteraient en termes de violence. L'obligation nous est faite, oui, de changer les compteurs, ça c'est notre mission. L'Allemagne n'a pas trouvé les mêmes conséquences et donc a décidé de ne pas déployer de la même manière du tout. Déjà, ça ne se referait qu'au fil de l'eau, au fil des renouvellements de compteurs, et pas un compteur où on change tout le monde comme ça d'un coup. Et d'autre part, a décidé que seuls les gros consommateurs auraient ce compteur. Alors les gros consommateurs, pour les Allemands, c'est au-dessus de 6 kW l'abonnement. Nous, ça nous paraît faible, mais pour eux, c'est beaucoup, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu la vague de radiateurs électriques qu'on nous a développé, nous, dans les années 70 pour éponger les surplus des centrales nucléaires à l'époque. Et en fait, la moyenne nationale, c'est 3,5. D'accord, donc l'abonnement en Allemagne est beaucoup plus faible de façon générale, donc il y a beaucoup de gens qui ne seront pas concernés. Eh bien, voilà, vous avez un cas ici qui est un cas exemple. Vous avez des personnes qui, en fait, ont eu, vous pouvez le deviner quand, l'installation du compteur Linky. Pareil, des gens qui se méfiaient pas, qui n'avaient pas d'a priori négatif. Vous voyez fin février, donc ici, la pose du compteur. Et puis, vous voyez ensuite des index qui augmentent considérablement. Ils ne s'en sont rendus compte que, en fait, donc au mois de juillet, quand ils ont reçu leur facture de régularisation. Le 83% d'augmentation, il est faussé parce qu'il est calculé sur toute l'année calendaire qui remonte au juillet de l'année d'avant. Donc vous imaginez, c'est beaucoup plus que 83% d'augmentation, d'autant qu'en fait, bon, je les ai aidés à éplucher leurs factures et en pratique, les index indiqueraient qu'ils auraient consommé dans les 2 mois qui ont suivi la pose du Linky autant que dans toute une année de consommation habituelle.
D'accord? Alors qu'on est au printemps, enfin vous imaginez quoi. Alors c'est un couple de retraités, ça fait 40 ans qu'ils sont dans cette maison, ils ont 3 fois rien comme appareil électrique, ils ont un cumulus, hein. Ils ont des chauffages électriques qu'ils n'utilisent pas, à part dans la salle de bain en chauffage d'appoint parce qu'ils ont un insert, et ils ont même une cuisinière à gaz. Donc effectivement, ils n'ont pas d'ordinateur, ils ont une télé, d'accord? Pas dire que ce soit ça qui consomme trop. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont reçu une facture de plus de 500 euros de régularisation en juillet. Alors, quand ils ont appelé, on a essayé de noyer le poisson en leur disant, mais non, c'est parce que c'est un rattrapage, le gouvernement n'a pas pu augmenter assez, si vous voulez, le gouvernement, plutôt EDF, puisque là c'était EDF, n'a pas pu augmenter assez les tarifs parce que le gouvernement avait imposé une sorte voilà, de plafond. Mais ça n'a rien à voir là. C'est pas le problème, c'est leurs index qui ont décollé, donc qui se sont envolés. Donc là, on a essayé de noyer le poisson. Des gens qui ont plus de 80 ans, qui pouvaient aussi peut-être se laisser un peu embobiner. J'ai rappelé avec eux en disant non mais attendez, c'est pas ça du tout. Regardez, il y a vraiment un problème. Donc ils ont accepté de faire une réclamation auprès de Enedis. Enedis qui a envoyé un vérificateur qui est arrivé le 13 septembre dernier en disant, donc 13 septembre il y a un an, disant, vous savez moi ces compteurs je connais pas grand chose, hein, ça donnait pas trop confiance. De fait il a rien trouvé, mais ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Ça paraît absolument évident à tout le monde, d'accord? Par contre effectivement, eh bien ils ont envoyé une lettre à ces gens en leur disant, bah écoutez, on sait que c'est pas trop satisfaisant, mais a priori ça doit être soit votre compteur précédent qui marchait pas bien, qui comptait pas assez, d'accord? Mais on est gentil, on vous demandera pas de rattrapage, d'accord? D'ailleurs, sur quelle base? Parce que dans ce cas-là, comment calculer ce que les gens auraient dû payer? D'accord? Et d'autre part, sinon, l'autre alternative, c'est que c'est vos appareils qui ont dysfonctionné. Puisqu'il disait sur l'été, après, ça s'est régulé, c'était moins élevé, donc vos appareils ont dû dysfonctionner. Mais alors ce qui est bizarre, c'est que les appareils, ils auraient dysfonctionné entre la période de la pause du Linky et la période où ils ont signalé le problème quand ils ont reçu leur facture. D'accord? Alors c'est un peu bizarre, surtout pour un appareil qui est modifiable à distance. Okay, que le Linky, qui est un outil de mesure, soit modifiable à distance, on peut se demander quand même si c'est légal, là aussi. Parce que ça veut dire qu'on peut aussi le trafiquer à distance et modifier les choses. Vous imaginez ce que ça peut donner. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas satisfaisant. On leur a royalement proposé 60 euros de rabais, d'accord, et puis un étalement de facture. Voilà, un étalement pour le paiement. Alors, évidemment, ils n'ont pas cédé. Heureusement, je leur avais conseillé d'enlever leur prélèvement automatique. C'est la première chose à faire parce qu'on est en position de force tant qu'on n'a pas payé. Si on a déjà payé, c'est quasiment foutu. D'accord? Donc, si vous connaissez des gens qui se sont vus imposer le Linky, surtout conseillez-les d'arrêter le prélèvement, conseillez-leur plutôt d'arrêter le prélèvement automatique. C'est évident, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas foule concernant les nouvelles offres. Seulement 2 ont sorti des abonnements réservés aux clients qui possèdent un compteur Linky. Alors des offres innovantes avec des économies à la clé? Bah faut voir. Est-ce que pour l'instant ces offres elles sont moins chères? Alors, tout dépend, j'ai envie de dire, de votre type, de votre profil de consommation. Il faut bien voir que pour l'essentiel de ces offres-là, enfin du moins là, pour l'instant il n'y en a que 2, les prix de l'électricité sont comparables à celles aux offres classiques. Par contre, ce qu'on voit, c'est que par exemple, les abonnements sont plus élevés. Un abonnement plus cher alors qu'on est censé faire des économies, ça part mal, non? Justine, elle a demandé des explications au fournisseur en question. Je voulais savoir pourquoi, du coup, l'abonnement, il est plus cher. Donc, une fois que vous allez recevoir le courrier explicatif, on va vous donner toutes les explications. Ouais, mais je voulais juste savoir pourquoi l'abonnement était plus cher. Alors, normalement, nous n'avons pas encore, bien sûr, l'information. Donc, ça va être généralisé. Et normalement, lorsque vous allez recevoir le courrier, alors vous aurez la réponse sur cette question. D'accord, vous ne savez pas pourquoi l'abonnement, il est plus cher. Oui, parce que malheureusement, il n'y a aucun client, bien sûr, pour la nouvelle génération qui va être, bien sûr, son compte va être remplacé par le Linky, nous a, bien sûr, contacté. Donc, il va être généralisé. Vous allez recevoir un courrier explicatif. Oui, je sais, mais l'abonnement, pourquoi il est plus cher? Une fois que le client sera concerné, que son compte va être remplacé par le Linky, il va recevoir un courrier qui lui expliquera. Donc, sincèrement, Madame Lafont, oui. Si j'avais la réponse, je pourrais vous le dire. D'accord. Une fois, bien sûr, que vous allez recevoir le courrier, vous aurez la réponse à cette question. Ouais, on a bien compris que Justine allait recevoir un courrier, mais pas pourquoi l'abonnement serait plus cher. Alors elle a appelé un deuxième fournisseur d'énergie qui lui a donné un début d'explication.
nous gérons les offres, mais il y a une part de tarification qui concerne le RDF. Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir justifier ce prix-là. D'accord, donc le fait que l'abonnement soit plus cher, il y a une partie qui est un frais de ERDF, c'est ça? C'est ça. Vous savez, quand on a un abonnement, Mhm. vous avez des frais d'abonnement, justement, Oui. pour le compteur. Oui. Hein, c'est plus ou moins un abonnement pour la location du compteur. Ensuite, pourquoi vos factures vont augmenter? Alors déjà, vos taxes augmentent, elles augmentent considérablement, hein. Depuis quelques années, la CSPE, le TURP et tout ça, ça augmente. Vous avez déjà un gros pourcentage de vos factures qui est représenté par les taxes. La CSPE, au cours des 5-6 dernières années, elle a augmenté au plus de 200%. D'accord? Donc en fait, c'est en augmentation constante. Mais au-delà de ça, vous risquez de devoir augmenter votre abonnement. Parce que l'abonnement, en fait, il correspond à votre droit à consommer, entre guillemets, un certain nombre, à faire allumer un certain nombre d'appareils en même temps. Vous avez une puissance instantanée que vous avez le droit d'utiliser en même temps et qui, si elle est dépassée, avec le Linky, va entraîner une coupure immédiate de votre courant, de votre alimentation. C'est plus le disjoncteur qui joue le rôle de sécurité avec des composants qui chauffent sur une certaine durée et qui ensuite disjonctent, par exemple. Bon, rapide la durée s'il y a un court-circuit, mais si c'est juste une surconsommation entre guillemets qui est ponctuelle, eh bien vous avez peut-être 1 minute et quelques avant que ça coupe. Et il faudrait qu'il y ait une grosse surconsommation pour que ça finisse par mettre en danger votre système. Là, c'est pas le disjoncteur qui saute, c'est le compteur. Et c'est immédiat. Et c'est d'autant plus, on va dire, pernicieux que les appareils électriques ont, en particulier s'ils ont des moteurs, ils ont une phase de chauffe en fait. Ils ont une phase où, dans un premier temps, la puissance utilisée est plus importante que la puissance habituelle. Ce qui fait que vous avez en fait, dans les premières 20 secondes au minimum, une surpuissance utilisée qui peut être par exemple jusqu'à 3 fois la puissance que vous utilisez de façon nominale avec le même appareil. Si le Linky est installé, il repère cette surpuissance et il saute tout de suite, alors que vous êtes dans la phase de pic initiale. Vous n'êtes pas dans l'utilisation nominale. Et donc, il peut arriver des cas comme ça. Vous avez là voilà, des personnes, des octogénaires, on va dire. Donc, c'est un article de la Nouvelle République en Indre-et-Loire. Donc, Linky use les nerfs de 2 octogénaires. Et vous avez donc des personnes qui devaient descendre 15 fois par jour pour relancer leur système parce que le compteur Linky disjonctait à chaque fois que leur pompe à chaleur se déclenchait, par exemple. Voilà. Alors, sachez-le, ça arrive à beaucoup de monde, malheureusement. Et ce n'est pas une nouveauté parce que vous avez effectivement beaucoup de personnes qui, en Touraine, lors de la phase de test, vous avez une phase de test en Touraine et dans le Lyonnais en 2010, eh bien vous avez beaucoup de personnes qui ont dû prendre un abonnement supplémentaire, supérieur on va dire, et donc payer plus cher. Alors, on va le voir, avec cet appareil, il y a une autre raison pour laquelle les abonnements augmentent. C'est parce qu'il y a eu une sorte de petit trafic, si vous voulez, une sorte de petit arrangement qui s'est fait de façon discrète. C'est-à-dire, je vous ai dit que la phase de test, c'était 2010. Eh bien, à cette période-là, il y a quelque chose qui a changé sur toutes nos factures. Linky ou pas Linky, toutes nos factures ont changé dans les temps qui ont suivi. Les abonnements qui jusque-là étaient comptés en kilowatts sont maintenant comptés en kilovoltampères. Et on nous a dit 6 kilowatts égale 6 kilovoltampères, par exemple, c'est pareil. Eh bien non, c'est pas pareil. Malheureusement. Vous allez voir, c'est un peu comme si on continuait à vous vendre la même boîte de biscuits qu'avant, mais au lieu d'en avoir 12 dedans, vous n'avez plus que 10. Et vous ne vous en rendez compte, en fait, que quand le Linky est installé chez vous. Parce qu'en fait, on ne calcule plus exactement la même chose. Il y a un calcul différent de la puissance consommée à l'instant T, c'est-à-dire que avec le compteur électromécanique, par exemple, vous aviez un comptage qui était le même en kVA ou en kilowatts, parce qu'en fait, ils ne savaient, eux, compter qu'en kilowatts, on peut dire, votre puissance. Avec Linky, on compte en kilovoltampères, la puissance utilisée, c'est la puissance apparente. Et du coup, pour un certain nombre d'appareils, ça ne donne pas la même chose. C'est-à-dire que pour tout ce qui est résistif, c'est-à-dire un four, un grille-pain, les ampoules anciennes, vous savez, à incandescence, ça ne change pas. Mais pour tout ce qui est
appareil à moteur électronique, donc là-bas, hein, lampe fluo compacte, etc., pompe à chaleur et autres, eh bien, vous avez un composant qui est très important et qui compte, qui modifie finalement la puissance instantanée qui vous est comptée. Regardez le calcul là-haut. Bon, sans rentrer trop dans les détails, si vous n'avez pas Linky, on vous compte la puissance active en kilowatts. Cette puissance active, c'est un produit donc en volts, donc de la tension, multiplié par l'intensité en ampères, multiplié par un cosinus phi, qui est on va dire un coefficient de déphasage. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais le cosinus, comme tout bon cosinus, il est entre 0 et 1. Donc si vous avez un cosinus qui est égal à 1, comme c'est le cas pour ces appareils-là, ça ne change rien qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Mais si vous avez un cosinus phi qui est par exemple plus proche de 0,5, 0,6 comme les ampoules fluo compactes, eh ben, c'est très important parce que si on l'enlève du calcul, la puissance qu'on vous compte pour la même lampe est beaucoup plus importante que quand le calcul, vous voyez un coefficient minorant de 0,6 qui lui était appliqué. Le coefficient minorant étant le cosinus phi correspondant. Avec Linky, on va compter la puissance apparente en kVA, ce qui fait qu'on n'a plus le cosinus phi dans le calcul. Et moyennant quoi, cet effet minorant pour toute une série d'appareils ou de lampes disparaît. Et donc, mathématiquement, eh bien, on va finalement atteindre la limite de notre puissance autorisée beaucoup plus tôt. Voilà. Et donc, crac, ça veut dire que si ça disjoncte, on va nous dire, ah oui, ben, il faut que vous preniez un abonnement plus cher. C'est simple. Hein. Vous consommiez plus illégalement, et donc, quelque part, maintenant, vous ne le payez pas, et ben maintenant, il faudra que vous le payiez. Alors qu'en fait, il y a deux choses qui changent. C'est que, avec Linky, on ne compte plus la même chose, on fait disparaître le cosinus phi du calcul. Et deuxièmement, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, je remonte ici, d'accord? Eh bien, vous avez une disjonction qui peut intervenir immédiatement dans la phase de chauffe, dans la phase de pic de l'appareil. Alors qu'en fait, votre appareil, peut-être si on attendait 3 minutes, eh bien, il consommerait beaucoup moins, d'accord? En puissance instantanée. Voilà. Alors, pour mettre ça en lumière, je vais inviter quelqu'un à venir lire, donc, sur ce petit appareil, la puissance instantanée ou la puissance, donc la puissance apparente ou la puissance active, quand je vais allumer la lampe. La première ligne va nous indiquer donc en watts et la deuxième en volt-ampères. Ce qui veut dire que on va dire qu'on a par exemple un abonnement de 40 watts, d'accord, au lieu d'un abonnement de 6 kW par exemple. On a un abonnement de 40 watts, et puis un jour on nous dit, bah, ça ne sera plus 40 watts, ça sera 40 volt-ampères. Et puis on nous dit, ça va être pareil. On va voir si ça va être pareil. Voilà. Alors, j'allume une lampe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir lire? Vous pourrez lire peut-être? Oui. Alors, j'allume. Il y a une première phase de chauffe, si on peut dire. Alors, la première ligne tout en haut, vous avez, qu'est-ce que vous lisez à peu près? 18,3. Voilà, ça évolue. 18,3 à peu près. Donc, si vous avez un abonnement de 40 watts, vous pouvez allumer combien de lampes? Eh ben, 2. Voilà, vous pouvez allumer 2 lampes avec votre abonnement. Voilà. Alors un jour, on vous envoie une facture et on vous dit, bon, maintenant, ça s'appelle plus watts, ça s'appelle volt-ampères, mais c'est pareil, vous avez toujours un abonnement de 40, ça fait 40 volt-ampères. Et puis là, ben, votre même lampe, on va la compter en volt-ampères, en bas, la puissance. Et alors, vous regardez la ligne du milieu, deuxième ligne. Oui. Et là, on est à 31, 32. Voilà, donc 32, vous pouvez allumer combien de lampes avec votre abonnement de 40? Ben, plus qu'une, voilà, c'est ça. Celle du haut est montée à 20. Elle est chaude maintenant, voilà. Donc à 20, on pourrait dire... quand même 50% en plus. Voilà, 50% de plus. Oui. Ouais. Donc en pratique, voilà, vous avez perdu, on pourrait dire, la possibilité d'allumer une demi-lampe, on va dire, et du coup là, une lampe complète par rapport à ce que vous aviez avant. Voilà. Donc CQFD, c'est pas pareil si on compte en watts ou si on compte en volt-ampères. Déployé progressivement dans tous les ménages de France, Linky est conçu comme un service public gratuit pour ses utilisateurs. Ce compteur communicant sera une brique indispensable pour le développement des réseaux électriques de demain. Ça, on le trouve dans les brochures de RDF, d'Enedis, et il crache le morceau.
Donc ils disent, alors c'est pas les brochures qui sont diffusées, rassurez-vous, qui vous sont données à vous ou aux élus, c'est les brochures pour les entreprises. Et donc le programme Linky a pour ambition de créer un standard mondial de l'industrie du comptage évolué. Donc ils ont des ambitions à l'international, grand bien leur face, mais ça ne nous regarde pas. Hein. En tout cas, c'est pas notre intérêt à nous. Pour y parvenir, ERDF, Enedis, a bâti un système évolutif, c'est très important, on en parlera tout à l'heure, capable de gérer de très importants flux de données. Et ils se vantent, nous ne sommes encore qu'aux prémices de l'exploitation de toutes les potentialités de ce compteur. On verra encore tout à l'heure. Et ils expliquent, Big Data, c'est moi qui l'ai mis en rouge, usage domotique, objets connectés, on va voir. Alors le Big Data, c'est bien simple, c'est la nouvelle guerre mondiale, celle des Facebook, Google et compagnie. C'est de capter le plus possible d'informations sur nous, sur nos vies, de faire des gigantesques bases de données dans lesquelles on nous met, sans même nous demander notre avis, avec toutes les informations possibles sur ce qu'on fait dans la vie, sur nos capacités financières, sur, etc., la composition de notre famille, les appareils électriques qu'on peut avoir, etc., pour, eh bien, tout simplement, s'en servir soit directement les gens qui mettent au point ces bases, donc par exemple Enedis, soit pour les revendre à tout un tas de sociétés, très cher, à tout un tas de sociétés commerciales, qui vont ensuite nous démarcher à partir de ces informations. Parce que la même publicité pour tout le monde à la même heure, comme à la télévision, c'est complètement dépassé. Maintenant, ils veulent des approches ciblées en fonction de tout un tas d'informations sur nous pour bien développer leurs offres précises et nous faire acheter plein de choses. L'informaticien Ulrich Greveler s'est spécialisé dans l'analyse des données sur la consommation d'énergie. Les appareils récents, qui communiquent les données en temps réel, sont une source d'informations à forte valeur ajoutée. La précision est telle que nous pouvons reconnaître toutes les configurations d'appareils. À partir de la variation de consommation que génère la luminosité d'un téléviseur, par exemple, nous pouvons même identifier quel film visionne le téléspectateur. Ainsi, les informations de consommation d'énergie transmises par les compteurs deviennent le miroir du mode de vie d'un foyer. De quoi intéresser les groupes énergétiques, mais également les entreprises commerciales, les commissions d'enquête et les cambrioleurs. Nous sommes d'ores et déjà, à l'instant où je vous parle, un opérateur de Big Data. Et ça s'est fait ces dernières années, en très peu de temps, qui est une nécessité. On vient de lancer le déploiement industriel de Linky, 35 millions de compteurs, autant de données multipliées par X au regard de leur fréquence, qui vont permettre de générer une masse d'informations, au bénéfice évidemment du réseau, pour le gérer justement dans un mode smart, au bénéfice des consommateurs, au bénéfice de la société, au sens capacité à agréger, intégrer ces données, au sens efficacité énergétique, au sens maillage avec d'autres données pour leur donner de la valeur, pour créer de la valeur économique, de la valeur énergétique, de la valeur écologique au global. Le petit boîtier vert n'a pas fini de faire parler de lui. La mauvaise publicité autour du nouveau compteur de consommation électrique Linky connaît un nouvel épisode en Touraine avec le licenciement de 10 salariés dans une entreprise de sous-traitance qui a en charge l'installation du dit compteur. Une annonce faite vendredi dernier à la hâte suite à un simple message envoyé sur les téléphones portables des salariés. Je n'ai pas compris parce que moi je travaillais vendredi normalement et un quart d'heure avant on me dit qu'il y aura une réunion. Et j'arrive à la réunion et on me dit que dans le parking qui est là, on me dit que vous êtes licencié. Licenciement confirmé ce matin avec la réception de courriers recommandés. Donc si tu calcules aujourd'hui à vendredi, ça fait même pas 5 jours ouvrables. La direction de l'entreprise est injoignable. Le patron semble se faire le plus discret possible pour ne pas justifier certains comportements suspects, et ce dès la méthode de recrutement. Notre embauche s'est faite dans un bar. Ils sont venus dans un bar, comme si ils venaient chercher quelque chose à, on va dire, à fumer ou ce que vous voulez. Puis de là, ils nous ont proposé un travail ici, on faisait partie de la RSA. Des conditions très particulières. Des conditions très particulières. Et des personnes très particulières qui n'ont, à mon avis, comme c'est dans des quartiers, donc des gens qui ne connaissent pas les lois, qui n'en ont rien à foutre, quoi. Donc on peut jeter et puis faire ce qu'on veut avec eux. Qu'ils ont signé un contrat d'insertion avec la NPE en convention qui leur garantit un contrat de travail de 6 mois. Et là, on leur dit aujourd'hui que c'est fini, que c'est la fin de chantier, puisqu'on a les deux mêlés, un contrat de chantier et contrat d'insertion, alors que c'est interdit.
Le vieux compteur était ici et il y avait une connexion sur le poteau de métallique qu'il y avait ici. Immeuble du boulevard Magenta à Farnham. Cette embase d'un compteur intelligent a pris feu mardi, causant des dommages aux installations électriques. Par chance, le revêtement de la maison était en briques. Avoir été une maison de combustible, le feu se serait propagé à la maison. Un boom. Un gros boom, oui. Encore une situation qui alimente l'inquiétude et la méfiance des citoyens face aux 3,4 millions de nouveaux compteurs intelligents d'Hydro-Québec installés depuis 2013. En 34 ans de service, j'ai jamais eu de feu dans la base électrique comme ça. Je suis inquiète, oui, parce qu'on n'a jamais vérifié ça. Moi, je suis propriétaire depuis des années, puis jamais ça m'est venu à l'idée de vérifier ça ou de demander à un électricien de venir voir. Certains ont eu des problèmes d'interférence ou une augmentation subite de leurs factures, alors que plus d'une dizaine de personnes ont associé l'incendie de leur demeure au nouveau compteur. Dans tous les cas, les services d'incendie ont conclu que les incendies étaient en lien avec les installations électriques des résidences, c'est-à-dire les embases, parce que justement, il y avait détérioration de ces installations. Les citoyens sont inquiets. Hydro-Québec les invite à consulter les informations sur leur site Internet et de faire vérifier leur embase chaque 5 ans. Hydro-Québec se défend pour dire que c'est la responsabilité du propriétaire de s'assurer que la connexion ou l'embase soit de qualité, sauf qu'il n'y a pas personne qui connaît ça assez. Quand ils sont venus changer le compteur, il aura dû suggérer ou recommander au propriétaire de faire vérifier son embase. Des provinces canadiennes ont déjà retiré des compteurs intelligents vu les risques d'incendie. 5 400 en Ontario et 105 000 en Saskatchewan. Du côté d'Hydro-Québec, on dit que la situation n'est pas la même car c'est une technologie différente qui est utilisée. Shania Allais, TVA Nouvelles, Farnham. Alors, parmi les autres problèmes qu'on peut avoir, c'est le trouble et la division et les incidents dans les communes, puisque lorsque les poseurs de Linky arrivent, eh bien, on a de plus en plus d'incidents, puisque ces gens, d'abord, au début, ça allait à peu près, mais l'information a commencé à circuler dans la population. Et maintenant, de plus en plus de gens sont au courant qu'il y a un problème avec ces compteurs et refusent de se faire poser les compteurs. Et donc, Enedis a mis en place des systèmes de bonus et de malus auprès de ses sous-traitants. S'ils posent plus de compteurs, ils ont de l'argent en plus. Et s'ils ne posent pas assez de compteurs, ils perdent de l'argent. Donc ça les rend complètement fous. Résultat, ils arrivent dans les communes, ils menacent les gens, ils les insultent, ils les bousculent, ils les frappent. Parfois, il y a eu un pompier qui a été blessé, etc. pour poser en force les compteurs. Tout à l'heure, en ouvrant la séance, notre directeur général des services a brandi le dossier dans lequel se trouvent tous les courriers, nombreux courriers que nous avons reçus de la population pour s'inquiéter effectivement de l'installation de ces compteurs. Cette propriétaire niortaise n'avait jusqu'à présent pas d'idée préconçue sur les compteurs Linky, mais depuis quelques mois, un événement a clairement fait pencher la balance du côté négatif. Il s'agit cette fois de la manière avec laquelle les installateurs de compteurs opèrent. Et en fait, cet été, ils sont venus par 3 fois, sans aucun rendez-vous. Nous, on était très clairs sur le fait qu'on ne voulait pas. Ils sont venus 3 fois de suite, sans qu'on soit au courant, jusqu'à la 3e fois. Alors, on était en vacances, on s'en est pas rendu compte. Où moi, j'ai surpris quelqu'un, en fait. Quelqu'un de Solution 30, c'est un prestataire d'Enedis qui est en train de poser les compteurs. Il n'y a pas de rendez-vous, nous, on ne les connaît pas. C'est une société privée. Donc, la personne est présente. J'ai voulu demander sa carte professionnelle, savoir ce qu'il faisait là, chez moi. Il n'a pas voulu me la montrer, il a fallu que je sois insistante, ça a été un moment très désagréable. Une main courante a d'ailleurs été déposée et cette semaine, Amélie portera plainte pour violation de domicile. Une plainte qui ne sera pas isolée, d'autres propriétaires ont connu le même problème. Des plaintes pour harcèlement téléphonique et intimidation sont également envisagées. Le collectif niortais Anti-Linky est d'ailleurs en contact avec un avocat pour faciliter les dépôts de plainte contre les installateurs. Ils sont prêts à tout pour imposer et surtout installer les compteurs Linky. Donc, dans un pays dit démocratique et qui défend les libertés de choisir, on peut se poser des questions. 300 villes françaises ont déjà refusé l'installation des compteurs dits intelligents. Pour les particuliers qui n'en veulent pas non plus, une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à leur mairie et conseiller. Il faut alors placer un double de la lettre sur son compteur s'il donne sur la rue et en faire une photo. Idem si le compteur est à l'intérieur, car visiblement ne pas ouvrir aux installateurs ne suffit pas. Alors, si vous êtes convaincu de ne pas vouloir les compteurs communicants,
eh bien à ce moment-là, comment faire pour les refuser? Donc vous pouvez soit refuser individuellement chez vous, soit avoir la chance d'être dans une commune qui refuse les compteurs. Qu'on soit clair, si des particuliers ne voient rien à dire, ils ont parfaitement le droit d'ouvrir leurs portes. Je parle uniquement des personnes qui sont soit réfractaires, ou des personnes qui ne sont pas suffisamment informées ou mal informées. Parce que quand on est en train de vous expliquer, vous n'avez pas le choix, on est en train de diffuser une fausse information. Une chose très importante, j'en ai parlé tout à l'heure, plus de la moitié des compteurs d'électricité en France sont dans les logements ou dans les jardins bien fermés. À ce moment-là, vous êtes en position de force. La loi vous protège. Alors c'est vrai que la loi peut être contradictoire parfois. Là, il y a une loi qui a été votée, la loi de transition énergétique, qui dit que Enedis doit remplacer les compteurs actuels par des compteurs communicants. Mais la loi dit aussi que vous êtes chez vous et vous avez la liberté d'interdire l'accès de votre logement à qui vous voulez, y compris si vous n'êtes que locataire. Si Enedis arrive avec votre propriétaire en disant vous devez ouvrir, on va jusqu'au compteur, niet, les barbelés, ils ne rentrent pas. Vous êtes protégé et c'est à ce moment-là que les poseurs de Linky inventent n'importe quoi pour faire craquer les gens. D'abord, vous pouvez avoir droit à 10, 20, 30 coups de fil par jour pour vous faire craquer. Et après, on va appeler la police. Parce que vu que la loi dit qu'il faut changer les compteurs, vous êtes hors la loi, on va appeler la police. Ça marche auprès de certaines gens, les personnes âgées ou qui prennent peur et qui disent ah bon, ben alors, entrez. Vous allez avoir des amendes. Si vous ne prenez pas le compteur aujourd'hui, que c'est gratuit, alors gratuit, il faut se rappeler que c'est quand même nous qui payons. Disons, aujourd'hui que ce n'est pas facturé, vous l'aurez demain et à ce moment-là, vous le paierez. 500 €, 8 000, 10 000, milliards, n'importe quoi. Et si vous ne prenez pas le compteur communicant, eh bien, on vous fera payer une somme mensuelle. 10 €, 50 €, 100 €, 200, 500, etc., n'importe quoi. Tout ça est absolument faux. Alors, maintenant, le refus par les communes. Il y a plus de 300 communes actuellement qui ont 311, donc communes que j'ai pu répertorier, peut-être sûrement plus d'ailleurs, hein, qui ont refusé les compteurs communicants. Malgré les pressions. Alors ce qui est très amusant, par exemple, on voit l'association des maires de France, qui est une association de maires, comme le dit bien son nom, et qui est là pour soutenir les maires, et bien qui attaque les maires en disant vous ne devez pas refuser les compteurs, obéissez à Enedis. Alors l'association des maires de France, elle est dirigée par François Barouin. Ça pourrait être un ponte socialiste, ça ne changerait rien. Hein. Mais c'est pas. Alors c'est une association très puissante qui a des moyens colossaux, des dizaines et des dizaines de salariés, qui envoient dans toutes les communes des sortes de circulaires, comme s'ils étaient un peu une structure officielle, alors que ce n'est, comme le dit bien son nom, qu'une association. C'est pas la parole divine. Hein. Mais ils envoient ça et alors ça peut être des informations parfois très utiles pour les maires par rapport, je sais pas moi, au texte sur la hauteur des trottoirs ou des trucs comme ça. Mais c'est pas quelque chose de neutre. Et en l'occurrence, sur la question des compteurs, eh bien ils envoient dans toutes les communes toutes les informations contre le refus des compteurs. Vous avez aussi les présidents de syndicats départementaux de l'énergie. Alors dans la plupart des départements, la majorité, voire toutes les communes, sont adhérentes d'un syndicat départemental d'énergie qui s'occupe de l'électricité à la place des communes, qui achètent de l'électricité en gros, et qui discute avec Enedis. Donc on dit que la commune a délégué sa compétence de distribution d'électricité au syndicat départemental de l'énergie. Et là on nous dit, à partir du moment où la commune a fait ça, elle ne peut plus intervenir, et on nous dit même qu'elle n'est plus propriétaire des compteurs. Je finis peut-être sur ça. Et on nous dit, d'ailleurs, la preuve, c'est marqué dans le statut du syndicat départemental, il y a marqué que le syndicat est propriétaire des compteurs. Donc il suffit d'écrire dans le statut, on est propriétaire des compteurs pour voler les compteurs des communes. C'est un patrimoine qui appartient aux communes et c'est évidemment, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc on est en train de travailler actuellement juridiquement avec une avocate à la fois très compétente et très vaillante, courageuse, qui a d'ailleurs défendu des associations contre Monsanto, hein, pour mettre au point des nouvelles délibérations, parce que effectivement toutes ces délibérations quasiment sont attaquées devant les tribunaux administratifs par Enedis et par les préfets. Alors à nouveau, c'est le règne de la désinformation. On nous dit les préfets annulent les délibérations municipales anti-Linky. C'est faux.
les préfets ne peuvent absolument pas annuler les délibérations. Ils peuvent faire un recours gracieux, c'est-à-dire demander à la commune de bien vouloir retirer la délibération, et la commune n'est absolument pas obligée d'obéir. Et après, le préfet peut attaquer la délibération devant la justice administrative, mais aussi bien qu'un administré ou une entreprise. Et d'ailleurs, on dit les maires, pour leur faire peur, les maires sont poursuivis en justice, comme s'ils allaient passer aux assises. Une délibération municipale attaquée au tribunal administratif, ça se passe toutes les semaines en France, sur des histoires de portails, d'écoles, de trottoirs, n'importe quoi. Donc c'est banal, c'est pas un truc grave, même si c'est important en l'occurrence. Mais par contre, toutes ces délibérations qu'on a prises depuis le début sont très bien pour exprimer la volonté de la commune de ne pas avoir les compteurs, mais elles sont probablement insuffisantes sur le plan juridique. C'est pour ça que dans les jours qui viennent, je vais proposer en direction des communes une nouvelle délibération, donc préparée soigneusement avec cette avocate et complétée par un arrêté du maire, parce que les pouvoirs du conseil municipal et les pouvoirs du maire ne sont pas forcément les mêmes, donc ça va être deux démarches complémentaires. Et on va proposer, y compris je vais proposer à mon propre conseil municipal, de remplacer les délibérations actuelles par ces délibérations plus pointues. En plus, ça aura pour intérêt de refaire repartir à zéro les procédures, puisque si la première délibération est retirée, la procédure en justice s'éteint. Et donc il faudra qu'il recommence à zéro. Voilà. Enedis a sélectionné quelques toutes petites communes de 60, 70 habitants, 80, et les a attaqués en référé. C'est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir un jugement provisoire, dans l'attente du jugement de fond qui lui arrivera dans un an et demi. Mais ça a un intérêt énorme pour eux, c'est que ils ont fait ça dans un certain nombre de communes, peut-être une dizaine ou une quinzaine. Et dans tous les départements où ils ont fait ça, ils ont obtenu la suspension de la délibération. En soi, c'est pas très grave puisque c'est provisoire en attendant le jugement définitif. Mais aussi, à chaque fois, Enedis demande 4 000 € de pénalité contre la commune pour les punir. Alors, heureusement, dans la quasi-totalité des départements, les tribunaux administratifs ont refusé de faire payer la commune. Sauf, malheureusement, au tribunal administratif de Bordeaux, où peut-être que le président est des frères d'un Bernard, d'Enedis, j'en sais rien, où là, 2 petites communes du Périgord ont été condamnées à payer, non pas 4 000, mais 1 200 € à Enedis. Et c'est juste ce que voulait Enedis. D'ailleurs, moi je suis furieux que c'était clairement une instrumentalisation de la justice administrative pour intimider les communes. Et donc Enedis a eu ce qu'il voulait et ils ont diffusé partout l'information qu'une commune qui prend une délibération anti-Linky devra payer 1 200 €. Et l'Association des maires de France, bien entendu, y est allée de sa circulaire envoyée à toutes les communes en disant arrêtez aux délibérations de Linky, une commune condamnée à 1 200 €. Et puis dans leur texte, ils rajoutent, au cas où on n'aurait pas bien compris, 1 200 €, ce qui est lourd pour une petite commune.